Merci, Monsieur Bazongo. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de ne pas être timide. C'est un exercice un peu difficile, mais je vais essayer. Merci à vous tous, chers étudiants, chers enseignants, chers passionnés du savoir. C'est pour moi une immense joie et un honneur d'être parmi vous ici aujourd'hui au cœur du Burkina Faso dans cette très belle université. Et le Burkina Faso qui est pour moi une terre d'intelligence, de courage et d'innovation silencieuse. Alors, comme l'a dit Monsieur Bazongo en introduction, moi, je suis Diane Inès Sanou. Alors, je suis serial entrepreneur depuis 30 années. Donc, j'ai toujours été une entrepreneur et une femme d'affaires. Jamais été salariée. Et j'ai créé, disons, dans ma carrière entrepreneuriale, plus de 15 entreprises. J'en ai accompagné une centaine à la création, en phase de développement, en phase de restructuration et en phase aussi de relèvement. Et j'ai permis à une quinzaine d'entreprises de reprendre la route alors qu'on leur avait déclaré une faillite. Alors, je suis aussi consultante blockchain, Madame Tokenisation. Je suis spécialisée dans la tokenisation immobilière. Je suis consultante pour l'ONUDI, pour tout ce qui est programme d'industrie 4.0 en Côte d'Ivoire et en Tunisie. Je vis entre la Côte d'Ivoire, la France et l'Espagne. Et il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que, étant entrepreneur, le problème récurrent, c'était le financement des entreprises et des startups. Nous avons en Afrique beaucoup de jeunes qui ont des startups, des entreprises à fort potentiel de développement, mais le problème majeur et récurrent à tout le monde, c'est la question du financement des entreprises et la question du financement des startups. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte que les nouvelles technologies pouvaient servir justement à financer les entreprises africaines et surtout les startups. Et c'est comme ça que je me suis plus intéressée aux technologies et principalement à la blockchain comme justement opportunité de financement des entreprises grâce, par exemple, à la tokenisation. Et je me suis spécialisée dans la tokenisation immobilière parce que pendant 10 ans, j'ai accompagné les entreprises immobilières à pouvoir réaliser leurs projets de construction immobilière, d'aménagement foncier et ainsi de suite. Et puis, l'intelligence artificielle qui a existé depuis longtemps a fait son boom. Et j'ai compris que l'éducation aujourd'hui est la porte de sortie pour nous les Africains et pour nous les jeunes Africains. Donc, j'ai créé un certain nombre de communautés d'acculturation sur l'intelligence artificielle, notamment au niveau de l'école de l'agriculture, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du lycée professionnel de Gagnoa en Côte d'Ivoire, et aussi des communautés virtuelles où des jeunes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle peuvent venir. Je fais venir des experts qui interviennent, qui partagent des solutions et c'est qui suit. Donc, pour le thème qui m'a été donné d'adresser aujourd'hui, éducation et promotion des technologies de la quatrième révolution industrielle, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous partager quelques pistes de solutions. Comment on peut faire cette vulgarisation? Comment est-ce qu'on peut intéresser les jeunes et les enseignants, les encadrants à vraiment prendre le pas de cette quatrième révolution industrielle? Donc, pour un résumé, voilà ce que je pourrais dire et peut-être que pendant les questions-réponses, je pourrais approfondir certains aspects en fonction de vos centres d'intérêt. Alors aujourd'hui, j'ai accepté avec joie et immense plaisir la proposition de Monsieur Bazongo de parler de ce thème parce que si moi je suis ici, c'est parce que je crois profondément que l'Afrique n'est pas en retard dans la quatrième révolution industrielle. On est simplement en éveil. Et c'est lorsque nous sommes en éveil que nous devons vraiment prendre le train. Et l'éveil commence par l'éducation. Si nous avons raté les coachs précédents, nous n'allons pas rater ce coach de la quatrième révolution industrielle parce que l'éducation, nous savons la faire et nous pouvons la faire. Aujourd'hui, on vit un moment historique. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle parle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle écrit. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pense presque comme nous.
Aujourd'hui, nous avons des robots qui construisent des maisons. La blockchain redéfinit aujourd'hui les rapports de confiance entre les humains. Les imprimantes 3D fabriquent des organes humains et les données deviennent la nouvelle richesse mondiale. Avant, l'or et l'argent et les minéraux étaient les principales sources de richesse. Aujourd'hui, indéniablement, la véritable richesse mondiale, ce sont les données. À quel niveau est-ce que nous, les Africains, nous nous situons? Est-ce que nous continuons d'alimenter les puissances étrangères avec nos données qu'elles utilisent pour fabriquer des solutions et qu'elles reviennent nous revendre à coût de millions souvent? La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que nous encore, en tant qu'Africains, en tant que Burkinabés, nous allons continuer d'observer cette révolution industrielle ou est-ce que nous allons la vivre? Est-ce que nos écoles aujourd'hui préparent nos jeunes à participer activement à cette quatrième révolution industrielle? Pour mon introduction, je dirais qu'il faut qu'on comprenne la quatrième révolution industrielle. Il faut qu'on sache pourquoi on parle de quatrième révolution industrielle et d'où est-ce qu'on vient. Si on parle de quatrième révolution industrielle, c'est parce qu'on a déjà eu 3 précédentes révolutions. La première révolution, ça a été bien sûr la révolution de la machine à vapeur. Donc tout ce qui est mécanisation des processus de production et du travail. Ensuite, on est passé à la deuxième révolution industrielle qui a été l'avènement de l'électricité, donc avec la production en série et les usines modernes. Et puis, il y a eu l'avènement d'Internet, Internet et l'informatique qui ont marqué la troisième révolution industrielle. Moi, je me rappelle, quand on parlait d'Internet, de l'avènement d'Internet, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah non, ça c'est la magie, ah non, ça c'est pas pour nous, quoi faire, comment Internet et tout ». Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se passer d'Internet. La preuve, aujourd'hui, Internet me permet, moi, dans un autre pays, de pouvoir être au Burkina Faso avec vous dans cette salle de cette université technologique. Donc, ce qu'on avait pensé être quelque chose qui ne nous concerne pas, aujourd'hui, nous a submergés. Lorsqu'il y a eu le bug informatique de WhatsApp, je ne sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans, ben, c'est fou comment le monde s'est arrêté en quelques heures. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Internet et l'informatique fait partie de notre quotidien. Et on n'a pas tellement fini de digérer tout ce qui est cette troisième révolution Internet et informatique. Et voilà, boum, nous sommes dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Et cette quatrième évolution industrielle va extrêmement vite. Et cette quatrième révolution industrielle reprend à la fois les 3 précédentes révolutions industrielles, mais va ajouter maintenant le monde biologique. Donc, la quatrième révolution industrielle fusionne à la fois le monde physique, le monde numérique et le monde biologique. Où est-ce que nous nous situons? Nous sommes aujourd'hui dans le royaume de l'intelligence artificielle, dans la blockchain, dans la robotique, dans l'Internet des objets, dans les biotechnologies et aussi, et même de la réalité augmentée. Aujourd'hui, moi, j'organise des séminaires internationaux comme le Sénat dans des bâtiments virtuels grâce à la réalité virtuelle augmentée, dans un bâtiment où chacun des participants peut rencontrer un intervenant, un expert peut faire une formation dans une salle virtuelle. On se permet même de terminer avec des séances en discothèque virtuelle où on danse. Il y a des personnes qui peuvent aller nager dans une piscine. On prend des pauses café virtuelles. Non seulement c'est une solution pour nous permettre justement de minimiser les coûts d'organisation, mais en plus cela nous permet de connecter le monde entier autour d'une problématique spécifique. Aujourd'hui, quand nous faisons des levées de fonds dans Africa Business Opportunities, on n'a plus besoin d'avoir 100 millions de budget pour se retrouver dans un pays, louer des salles d'hôtel, faire des hackathons, inviter les experts en présentiel. Mais les startups sont connectées dans des bureaux virtuels avec les experts en face, avec les potentiels investisseurs en face.
Ils pitchent leur deck et ensuite on donne la réponse. C'est dans ce monde-là, dans ce royaume-là qu'on existe aujourd'hui. Mais de ma petite expérience, lorsqu'on reçoit des startups africaines, elles sont complètement perdues déjà dans l'utilisation de cette technologie. Ça les bloque tellement que souvent le rendu même de leur pitch deck pose un problème. Mais à quel moment est-ce qu'on va comprendre que ce ne sont pas des technologies qui sont en dehors de nous, mais que nous pouvons nous approprier? Les meilleurs projets que nous recevons sont des projets qui viennent de jeunes Africains. Et aujourd'hui, faisons le pont entre l'Europe et l'Afrique, les Européens sont unanimes à reconnaître que la prochaine phase de développement mondial viendra de l'Afrique. Ils en sont conscients. Lorsqu'on organise aujourd'hui une séance de pitch deck de start-up africaine, c'est fou comment les Européens sont intéressés à venir participer parce qu'ils croient en l'Afrique plus que nous-mêmes, les jeunes Africains, nous croyons en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps à regarder l'extérieur, alors que nous avons tout en intérieur. Donc, cette quatrième révolution industrielle exige de nous une autre manière d'apprendre. Et je salue le Sénat pour ce thème éducation, parce que si nous ne nous éduquons pas, nous allons avoir du mal à emboîter ce nouveau coach-là. Une nouvelle manière d'apprendre, une nouvelle manière de penser et une nouvelle manière de collaborer. Dans nos pays africains, cette révolution peut devenir une grosse bénédiction pour nous si nous l'abordons comme une opportunité de transformation profonde. Oui, c'est normal. La dynamique du changement, elle n'est pas facile à impliquer. Oui, nous avons peur des nouvelles choses. Oui, nous ne sommes pas toujours prêts à emboîter le pas de l'innovation, mais c'est une opportunité de transformation profonde. Et on ne doit pas voir la révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle comme une menace, mais plutôt vers une opportunité qui est très bonne pour nous, les Africains. Il faut qu'on arrête de penser que ce qui nous arrive est une menace. Je dis toujours que derrière une crise, il y a une opportunité. Comment est-ce que nous saisissons cette opportunité? C'est en nous éduquant. Et le Burkina Faso, à l'instar de tous les pays africains, regorge de jeunes créatifs, de jeunes qui sont des codeurs, des artisans du futur. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on les mette en avant. C'est maintenant qu'il faut qu'on leur donne les codes pour pouvoir participer activement à cette révolution industrielle qui va nous profiter et non qui va profiter l'extérieur. Et cette énergie-là, moi, j'aime la canaliser, j'aime l'orienter, j'aime la nourrir. Et c'est pour cela que je crée plusieurs espaces d'acculturation, de formation et d'exemples de comment est-ce que cette révolution industrielle nous sert au quotidien. L'éducation, c'est la clé de la quatrième révolution industrielle. L'éducation, c'est le terreau de l'innovation. On ne peut pas avoir d'innovation si nous n'éduquons pas. En Europe, aujourd'hui, nous avons une floraison de business schools. À quel moment est-ce que nous allons avoir la première business school au Burkina? C'est faisable. Une business school. Moi, aujourd'hui, je suis partenaire de la business school de Troyes en France, mais cette business school, elle est créée par des entreprises. À l'intérieur de la business school, il y a une technopole qui, une fois par an, organise un gros hackathon où elle invite des startups africaines à venir pitcher. Et ces startups-là sont en face d'entreprises prêtes à les accompagner, à les éduquer, mais à financer leurs différents projets. Et cela est possible en Afrique. Nous avons énormément d'entreprises qui sont prêtes aujourd'hui à accompagner les jeunes dans l'éducation. Comment? Parce que nos entreprises africaines aujourd'hui ont besoin de solutions qui vont leur permettre de faire leur développement. Et les jeunes burkinabés sont créatifs. Les jeunes burkinabés sont capables d'innovation et ont des innovations. Et les jeunes burkinabés n'ont plus besoin de se promener, d'aller chercher des financements extérieurs parce que les entreprises africaines sont capables, grâce à des programmes d'éducation, comme je le vois à l'extérieur en Europe, de pouvoir permettre à ces jeunes-là de s'éduquer et de financer différentes solutions innovatives qui vont servir à nos entreprises africaines.
Nous devons aujourd'hui passer d'une éducation de consommation à une éducation de création. Parce que il faut qu'on se dise la vérité, notre système éducatif tend à devenir un système éducatif caduque aujourd'hui. Notre système éducatif nous a appris et continue à nous apprendre à répondre à des questions, à faire du boileau. Mais avec la 4e révolution industrielle, nous sommes invités à poser des questions. Nous sommes invités à innover. Et dans ce monde 4.0, n'est pas celui qui récite, ne réussit pas celui qui récite, qui fait du boileau. Celui qui va réussir, c'est celui qui invente. D'où la nécessité de passer d'une éducation de consommation à une éducation de création. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu'il faut qu'on apprenne en faisant. Il faut qu'on fasse de la théorie dans nos écoles, c'est vrai, mais que nous fassions de la théorie avec de la pratique. Il faut qu'on nous enseigne la résolution de problèmes concrets. Nous avons énormément de problèmes concrets à résoudre. Notre dernière actualité par rapport au Mali, je voyais qu'on célébrait l'arrivée des systèmes de carburant. OK? Quand on regarde toutes les difficultés qui ont jalonné cette arrivée de systèmes de carburant, on se dit, mais nous sommes créatifs en Afrique. Comment est-ce que nous apportons une solution grâce à ces nouvelles technologies 4.0? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'installer une floraison de bornes électriques. Nous avons les premières entreprises de voitures électriques. Aujourd'hui, avec ma communauté Africa Business Opportunity, nous sommes en train de mettre en place la première usine de fabrication de la première voiture électrique en Côte d'Ivoire avec des matériaux locaux comme les copeaux de cacao. Donc, c'est à ça que l'on doit arriver. Mais pour arriver à mettre en place, par exemple, cette première usine de construction de première voiture électrique qui s'appelle Avatar, qui consomme moins, qui ne pollue pas l'environnement et qui permet, par exemple, avec 10 000 francs simplement une recharge, vous faites toute la semaine. Ce sont des voitures belles. Mais comment est-ce qu'on en arrive à là? On en arrive à là parce qu'on a sélectionné un certain nombre d'étudiants, de jeunes qui s'intéressent à ça. Grâce à des programmes en partenariat avec l'Europe, on les a fait partir en Europe pour des stages pratiques dans l'usine mère de fabrication de Avatar. Ils ont créé un lab au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'INPHP, où ils sont en train d'expérimenter comment ajouter les matériaux locaux que sont les copeaux de cacao pour faire la carrosserie de la voiture. Et ils vont travailler à construire le premier prototype purement africain. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là quand là-bas, ils nous ont demandé d'acheter simplement une voiture électrique Avatar pour la commercialiser en Afrique. Nous avons dit non. Aujourd'hui, nous voulons des choses qui viennent de nous-mêmes. Nous avons des jeunes intelligents, nous avons des jeunes créatifs qui peuvent travailler à cela. Donc, on négocie un protocole, un partenariat où oui, on fait un Avatar made in Africa. Demain, c'est Avatar au Burkina Faso, Avatar au Niger, Avatar au Mali, parce que nous ne voulons plus dépendre du 4.0 qui va nous être donné comme une solution, alors que nous avons des solutions internes, que nos jeunes sont capables de faire de belles choses. Mais cela passe par l'éducation. Dans nos écoles, commençons à enseigner la culture numérique dès le primaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des petits clubs d'enfants, une fois par semaine, avec des petits kits que nous sommes en train de confectionner pour permettre à des enfants à partir de 8 ans d'apprendre à coder. Il y a assez de propositions, d'idées que l'on peut mettre en place pour que les jeunes déjà au primaire puissent comprendre ce que c'est que cette révolution 4.0 et puissent commencer déjà à l'intégrer. Parce que demain, là, l'analphabète, ce ne sera pas celui qui ne sait pas lire. L'analphabète de demain, ce sera celui qui ne sait pas apprendre, celui qui ne sait pas désapprendre pour réapprendre.
Est-ce que nous voulons être des analphabètes de demain? Je ne crois pas. On n'a jamais été des analphabètes d'hier. Donc, on ne peut pas être des analphabètes de demain. On ne va pas subir la révolution 4.0. Nous sommes à l'intérieur de la révolution 4.0 et elle va partir de nous, les jeunes Africains. Mais il n'y a pas que les jeunes, les étudiants, il y a nos enseignants. Je vous partage une expérience au mois de mai. J'étais en mission dans la ville de Gagnoa en Côte d'Ivoire et j'ai été invitée par le lycée professionnel de Gagnoa à venir donner une conférence d'acculturation sur l'intelligence artificielle, mais au profit du corps enseignant. Parce que la directrice du lycée professionnel, elle est sensible à la révolution 4.0 et elle a voulu que je vienne en parler à son corps professoral. Le lycée professionnel de Gagnoa forme au métier du tertiaire, donc bureautique, secrétariat, ainsi de suite. Et j'avais en face de moi un panel d'à peu près 50 enseignants. Quand je finis la conférence sur comment est-ce que l'intelligence artificielle doit rejoindre nos curricula éducatifs, les enseignants me disent oui, mais nous allons à la retraite dans 1 an, 2 ans. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce que nous avons appris à enseigner, c'est la dactylographie. On a une petite salle d'informatique avec quelques ordinateurs. Il y a le professeur d'informatique qui va leur apprendre à faire Word, Excel et tout, la base de la bureautique. Donc, nous ne sommes pas concernés par ça et nous ne pensons pas que c'est demain que les contenus de formation dans le tertiaire vont changer. Je vous assure que j'étais scotchée et je dis, mais, et je leur pose la question. OK, dites-moi, donc, les personnes que vous formez, les jeunes que vous formez aujourd'hui, qui est censé les employer? Quel est le taux d'emploi, de recrutement des jeunes que vous formez aujourd'hui? Ah, nous ne suivons pas cela. Je dis, mais c'est là où c'est grave. Parce que c'est bon d'éduquer, mais il faut s'assurer que les formations qu'on donne aux jeunes vont leur profiter et qu'ils vont arriver à s'insérer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, le monde professionnel, c'est l'industrie 4.0. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas de secrétaire. Pour vous donner un exemple. Parce que toute ma gestion est organisée par des solutions, soit de l'intelligence artificielle, j'automatise, et même les jeunes de mon lab, celui Invest Lab, créent, inventent des solutions qui me permettent de faciliter mes business, mes affaires. Donc, comment est-ce qu'un jeune qui sort du lycée professionnel, qui a pris la bureautique comme on l'apprenait dans les années 80-70, comment est-ce que je vais l'embaucher? Comment est-ce que ce jeune-là s'insère dans le monde professionnel? L'intelligence, et ils vont plus loin, ils me disent, ah, les élèves utilisent l'intelligence artificielle pour tricher. Et je leur dis, mais pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut être extrêmement intelligent. C'est ceux qui ne sont pas assez intelligents qui pensent que l'intelligence artificielle peut leur permettre de tricher. La dernière étude que j'ai lue sur les potentiels de faute de l'intelligence artificielle, ils ont pris 10 à 15 intelligences artificielles génératives, comme vous les connaissez, ChatGPT et les autres. Mais quand je regardais les pourcentages d'erreurs, il y a une des intelligences artificielles qu'on aime utiliser qui était à plus de 60% d'erreurs. Donc, il faut arrêter de penser que les IA génératives vont permettre aux élèves de tricher. Lorsqu'aujourd'hui vous promptez sur une IA, d'abord il faut savoir prompter, il faut être très intelligent. Il faut d'abord comprendre ce qu'on veut poser comme question à l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut l'orienter sur comment on veut qu'elle réponde, qu'est-ce qu'on veut qu'elle dise. Et une fois qu'elle a donné ses résultats, il faut confronter ces résultats-là. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que l'information qu'elle a donnée est juste. Il faut regarder avec ce qui est vrai. Donc non, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. C'est vrai que c'est un outil, c'est une aide, elle nous permet d'aller vite, elle nous permet d'être beaucoup plus précis, mais ça n'exclut pas le contrôle. Il faut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, pour vous dire que les enseignants aussi, ils ne doivent pas être en marge de cette révolution 4.0. Au contraire, ils sont au cœur de cette révolution 4.0. L'enseignement, le processus éducatif aujourd'hui, en même temps qu'on acculture les jeunes, en même temps, on doit pouvoir acculturer les enseignants. Aujourd'hui, à l'école d'agriculture
à Abidjan, on a un groupe pour les enseignants à qui nous sommes en train d'apprendre à reconnaître un travail fourni par un étudiant qui a utilisé l'intelligence artificielle. Nous sommes en train d'acculturer les enseignants à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs cours. Comment ils peuvent être plus performants? Aujourd'hui, vous rentrez dans une faculté de droit, on continue de leur donner des polycopes qui sont épais comme ça, qui doivent aller lire, doivent faire boileau, à peine si les professeurs ont le temps. Mais nos universités sont bondées d'étudiants qui ont soif d'apprendre. Il faut réinventer l'éducation. On a une plateforme qui a été développée par une conseillère suisse qui s'appelle Studenten et qui permet aujourd'hui aux élèves, aux étudiants, quel que soit votre domaine d'activité, d'utiliser l'intelligence artificielle de manière optimisée pour vous accompagner dans votre étude. Et cette plateforme Studenten commence à partir des enfants même de 5 ans. Il y a différents niveaux. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Et aujourd'hui, on est arrivé à trouver des accès gratuits pour des enseignants parce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de connaître les nouvelles méthodes d'enseignement avec des jeunes. Aujourd'hui, je le dis et j'en suis fière. Les jeunes sont en avance sur les enseignants. Les jeunes aujourd'hui sont en avance sur les professeurs. Les jeunes aujourd'hui savent utiliser les plateformes de réunions collaboratives comme Asana, comme par exemple Google Teams, comme Meet. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui ne savent même pas utiliser Google Meet. Aujourd'hui, on peut faire intervenir un expert, comme vous allez justement y avoir droit dans le cas du Sénat, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui peut former à distance. Les étudiants en Chine, on a eu un programme, on a fait partie des étudiants en Chine pour étudier. Aujourd'hui, ils sont dans leur appartement avec des tablettes connectées avec la télé. Ils suivent les cours à l'université. Ils sont à Pékin et les cours se déroulent à Tangine. Ils suivent les cours en direct de Tangine. Ils font les exercices. Et de façon périodique, une fois par mois, pendant une semaine, ils se rendent en physique à Tangine pour aller prendre leurs cours physiques. C'est à ça qu'on doit arriver aujourd'hui. Et c'est extrêmement important. Dans le domaine de l'agriculture, il y a des opportunités aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il y a deux exemples. Il y a un groupe de femmes qui a créé une plateforme marketplace pour permettre aux femmes qui exercent dans le secteur du forestier de pouvoir commercialiser. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui, à travers la blockchain, ont aidé les producteurs de cacao à installer un mécanisme de traçabilité de leurs produits. C'est ça l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, on a African Intech. Et là, je fais un clin d'œil aux jeunes dames. Je suis heureuse. Quand je me suis connectée, je voyais les deux belles jeunes dames que j'ai en face de moi qui étaient assises derrière. Et on les a invitées à venir s'asseoir au premier plan. J'aime ça, j'adore ça. Moi, aujourd'hui, quand je me présente dans des panels consultants blockchain, je suis contente parce que je suis l'une des seules femmes dans un milieu d'hommes. Mais aujourd'hui, les femmes, nous sommes appelées à être dans le secteur de l'éducation pour cette révolution 4.0. Regardez, dans le secteur économique, les femmes, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans le tertiaire, nous éduquons, nous sommes dans la formation, nous sommes dans tous les domaines d'activité. Alors, comment aujourd'hui, l'innovation, la révolution 4.0 peut nous permettre d'alléger nos tâches, peut nous permettre de créer, d'inventer des solutions qui vont nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Quand on a African Intech, qui est une association qui regroupe toutes les jeunes femmes dans la tech, que ce soit celles qui veulent apprendre comme celles qui ont des startups, c'est une fierté. Et on attend à ce que beaucoup de femmes burkinabées, de jeunes filles burkinabées, c'est pas forcément African Intech, mais aussi on peut créer des associations de jeunes filles dans la tech. Et je sais qu'au Burkina, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de solutions, mais qui gagnent à être connues. Et ça, c'est un autre volet de la vulgarisation. Faisons la promotion de ce que nous concevons. Faisons la promotion des innovations africaines. Mettons à la lumière ce que nous faisons. N'attendons pas à ce qu'on ait des produits tout cuits.
l'idée, au stade de l'idéation, c'est une innovation qui gagne à être promue. À quel moment est-ce qu'on organise des plateformes de promotion de l'innovation une fois par mois, que les jeunes qui ont des innovations, qui ont des idées, viennent parler de l'innovation qu'elles ont du moins. Ça part d'un problème africain que nous voulons résoudre et que la révolution 4.0 peut accompagner avec une solution bien précise. Faire la promotion des technologies. Passons du savoir à l'action. Il faut qu'on arrive à créer un écosystème qui est vivant. Donc, intégrer les technologies dans les programmes scolaires. Vous allez me dire comment on peut le faire. Sur la base de mon expérience, parce que j'ai beaucoup voyagé, on peut créer des passerelles entre les écoles et les startups. Et je vous ai dit ici, c'est ce qui est la base de la création de la Technopole de Troyes. C'est justement cette passerelle entre les écoles et les startups. Parce que quand un étudiant rencontre un entrepreneur, il comprend que le savoir que lui, il a eu à l'université, à l'école professionnelle, peut devenir un projet concret, peut lui procurer un emploi ou peut lui permettre de créer son entreprise. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur va lui dire, voici les difficultés que je rencontre dans mon entreprise. Comment toi, étudiant de cette université qui accueille aujourd'hui le Sénat, tu peux me proposer une solution pour résoudre mon problème. Donc, une passerelle entre les écoles et les startups. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les classes projets startup. Au niveau de nos écoles, de nos universités, par exemple, on peut intégrer un module de projet entrepreneurial où les étudiants vont travailler directement sur les défis réels d'une start-up locale. On peut prendre une start-up dans le domaine de l'agriculture, par exemple le coton au Burkina, qui rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés. Donc, il y a peut-être une start-up qui est dans le domaine du coton, qui va venir dans l'université, dans le cadre de la classe projet start-up, qui va expliquer ce qu'ils font, les différents goulots d'étranglement, et les étudiants de cette université, justement, vont se mettre ensemble, collaborer et innover en proposant une solution de résolution de ce problème-là. Par exemple, une start-up agrotech va confier aux étudiants de l'université qui nous accueillent aujourd'hui un problème de logistique ou un problème d'analyse de données. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle et comme je vous ai dit, la richesse, c'est la donnée. Mais en Afrique, nous avons un gros problème, c'est un problème de données. Nous ne collectons pas la donnée et quand il y a des structures qui collectent la donnée, ce sont des structures européennes qui viennent s'installer en Afrique, qui collectent la donnée et qui vont la revendre plus tard. Pour avoir un bon projet aujourd'hui qui va intégrer intelligence artificielle, blockchain ou robotique, il nous faut maîtriser la donnée. Mais comment on fait quand nos données se retrouvent à l'extérieur? Comment on fait quand nous-mêmes, nous ne collectons pas la donnée? Comment vous pouvez donner une bonne solution avec des capteurs IoT si vous ne collectez pas de la donnée et de la bonne donnée? Une autre solution qu'on peut mettre dans le secteur de l'éducation, ce sont les jumelages école-start-up. C'est un système de parrainage où chaque école est jumelée à une ou deux start-up locales. Donc, les start-up viennent donner des mini-conférences, comme par exemple dans le cas de Sénat, ou bien l'université peut dire tous les 3 mois, on accueille une start-up dans l'université. Donc, la start-up vient donner une conférence et elle propose des ateliers de co-création à l'intérieur de l'université. L'impact sera lequel? C'est que on va encourager la culture de l'innovation et on va comprendre le monde de l'entreprise dès justement le secondaire ou dès le milieu universitaire. Les hackathons pédagogiques, vous les connaissez, mais pour faire des hackathons, ça coûte de l'argent. Donc, il faut impliquer les entreprises locales pour qu'elles puissent financer les hackathons. Comment impliquer les entreprises locales? Eh bien, c'est justement grâce à ce partenariat. On fait comprendre aux entreprises que le hackathon va permettre de développer des solutions qui vont permettre aux entreprises qui financent l'organisation des hackathons de pouvoir avoir des solutions. Et l'intérêt, c'est que ces jeunes qui font des hackathons vont ensuite être intégrés dans ces entreprises. Donc, on crée directement une passerelle vers l'emploi pour ces étudiants qui sont encore à l'université. Et quand ils sortent, ils ont déjà un emploi garanti dans ces startups-là.
Et cet exemple-là, on l'a fait dans le cadre de l'industrie 4.0 avec une entreprise locale en Côte d'Ivoire où on a pris des jeunes qui sont sortis de l'INPHP et on a fait un appel à entrepreneurs. Il y a 10 entreprises qui se sont présentées. On a présenté les 15 étudiants qui ont eu la première licence Industrie 4.0. Je les ai accompagnés à comment se vendre, comment se pitcher. Et puis, les entreprises ont sélectionné les profils qui les intéressaient. Aujourd'hui, ils sont employés dans ces grosses boîtes et c'est justement avec une de ces boîtes que nous sommes en train de développer le projet Avatar des voitures électriques, la première voiture électrique dans la sous-région ouest africaine. Et vous avez les labs de prototypage. Franchement, on ne peut pas encourager l'innovation si on ne crée pas des labs de prototypage pour les jeunes. Et les labs de prototypage aujourd'hui sont intéressants quand ils sont installés dans les universités et dans les écoles. Il y a des programmes à l'extérieur qui permettent d'appeler un certain nombre de structures. On a un programme, par exemple, où des entreprises de l'étranger sont intéressées à financer, par exemple, l'installation de labs en Afrique. Ces entreprises-là ne cherchent pas de la promotion, mais simplement, en contrepartie, ces entreprises bénéficient d'une exonération fiscale en Europe. Ce programme-là, par exemple, on l'a avec des entreprises françaises qui, lorsqu'elles permettent l'installation d'un prototype lab en Afrique dans une université, elles bénéficient là-bas d'exonération fiscale. Et puis, il y a les pépinières universitaires. Il faut transformer les clubs scientifiques qu'on avait de par le passé dans des pépinières universitaires. Nous sommes à l'heure de la révolution 4.0, donc transformons les pépinières. Bref, il y a beaucoup d'idées que l'on peut, on peut implémenter dans les écoles et dans les universités aujourd'hui. Mais si on veut transformer notre éducation et l'orienter et permettre aux jeunes Africains d'accueillir la révolution 4.0, il faudrait qu'on travaille à la fois sur le milieu d'encadrement, les enseignants, les professeurs, et à la fois sur les jeunes, pour que nous n'ayons pas une avancée qui soit déséquilibrée, où les enseignants ne comprennent pas ce que les jeunes demandent et où les jeunes trouvent que les enseignants ne les comprennent pas ou qui sont lourds. Donc, c'est vrai que nous faisons beaucoup d'actions de vulgarisation et de promotion, mais il est extrêmement important qu'à la fois, on ait des programmes à l'endroit des étudiants, des élèves, des enfants, et on ait aussi des programmes à l'attention du cadre enseignant et des différentes universités ou des écoles. Alors, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui crée son futur. C'est nous qui allons créer notre futur. Mais mes amis, l'Afrique n'a pas besoin de rattraper le monde. Non, nous allons à notre rythme. Nous avons nos valeurs culturelles. Nous n'allons pas dénier nos valeurs culturelles. Nous avons notre façon de faire. Donc, nous allons créer notre futur grâce à la révolution 4.0 à notre rythme. Nous allons créer notre propre modèle. Nous allons créer nos propres solutions. Nous avons l'intelligence, nous avons la créativité et nous avons les moyens. Le secteur entrepreneurial, le secteur privé est très développé en Afrique. Si nous associons le secteur privé au monde de l'éducation, il y a possibilité de faire de belles choses. Nous devons créer un modèle aujourd'hui où la technologie sert l'humain et non où la technologie va venir absorber l'humain. L'Afrique, nous sommes un continent où l'humain est important. Nous aimons l'homme. Nous avons la valeur humaine. Donc, la façon dont l'Europe, l'Asie, l'Amérique accueillent la révolution technologique n'est pas la même façon que nous allons accueillir cette révolution technologique parce que nous mettons l'humain au centre. Et l'humain au centre, ça passe par l'éducation. Parce que l'éducation va libérer notre potentiel. Chaque jeune Africain va se sentir acteur de la transformation. Et c'est ce que nous recherchons. Et je pense qu'il y a un proverbe burkinabé que j'ai essayé de traduire en français. Je ne parle pas bien moré, donc je ne peux pas le traduire en moré, qui dit « Si tu veux aller vite, il faut marcher seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Et nous avons la possibilité de marcher ensemble vers cette Afrique 4.0, cette Afrique intelligente, cette Afrique inclusive et cette Afrique connectée, mais profondément humaine. L'éducation,
Parce que la technologie sans âme, c'est une machine. Nous, les Africains, nous ne sommes pas des machines. L'éducation avec vision devient une lumière. Et cette lumière-là, c'est la jeunesse africaine. Et nous croyons à la jeunesse africaine, je crois en la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que je prends plaisir chaque fois à parler de cette révolution 4.0, à mettre en place des mécanismes pour que la jeunesse soit impliquée, mais surtout que la jeunesse soit éduquée. Ça passe par l'acculturation, ça passe par la formation et ça passe par la pratique. En associant le secteur privé, nous pouvons arriver à faire de très belles choses. Merci et j'espère que je suis arrivée quand même à mettre dans le cœur de chacun cette envie-là de vraiment s'éduquer et de rentrer dans cette révolution 4.0 africaine et humaine. Madame Sanou, je ne sais pas si vous avez entendu les applaudissements ici dans la salle. Je les ai très bien entendus. Merci pour vos applaudissements honorés. Ça me fait froid au cœur. Je les ai bien entendus. Si vous avez des questions, levez la main et on va vous donner la parole. Que ce soit en présentiel comme en ligne. Déjà, il y a une main qui est levée en ligne. Je pense que c'est M. Moyenga. Donc, on va donner la parole à M. Moyenga. Vous avez la parole. M. Moyenga. Merci beaucoup. Vous me recevez, j'espère. Oui, on vous entend bien. Ok, la question, félicitations, merci pour la communication. Et moi, j'ai une question particulière et c'est par rapport au STEM. Je voudrais savoir de votre expérience à travers l'Afrique avec la gestion des startups et autres, quelle est la place des STEM dans le système éducatif ou de façon générale pour accompagner les apprenants? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des STEM pour vraiment booster le système éducatif de façon générale. Aussi, c'est voilà, s'approprier de l'industrie 4.0 comme voilà, vous le prenez. Merci. Merci, M. Moyenga, pour cette excellente question. Alors, les STEM sont les parents pauvres, justement, de cette révolution 4.0 dans le cadre du système éducatif. D'abord, parce que nous ne faisons pas, il faut le reconnaître, assez de vulgarisation autour des STEM. Il y a un excellent travail qui est fait en ce qui concerne les STEM, mais qui n'est pas connu. Vous savez, en 30 années d'expérience, j'ai compris que la façon de gagner une bataille, c'est d'en parler. La façon de gagner une bataille, c'est de dire ce qu'on fait. La façon de gagner une bataille, c'est de faire un buzz positif autour de ce qu'on est en train de faire. Quand on parle des STEM, les gens ont l'impression que nous sommes en train de parler d'un effet de foudre. Or, comme vous l'avez très bien signalé, on ne peut pas faire d'éducation sans des STEM. C'est une obligation qui s'impose à nous. Donc, les petites expériences, sinon je dirais les grandes expériences qui existent déjà au niveau des STEM, il faut qu'on apprenne à en parler et qu'on approche les différents systèmes éducatifs. Alors, c'est un appel à proposition. On ne va pas, dans un premier temps, penser qu'on va couvrir toute l'échelle nationale ou mondiale, mais déjà faire un appel aux écoles, aux universités qui sont intéressées et commencer déjà à faire la promotion et l'intégration des STEM dans ces universités qui le souhaitent. Et une fois qu'on fait la promotion, on demande à ces universités justement de communiquer et de se positionner justement comme une université qui intègre les STEM dans le processus éducatif. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut d'abord faire une acculturation au niveau des fondateurs d'établissements, des créateurs d'universités et du corps professionnel. Par exemple, pour l'industrie 4.0, avec l'ONUCI, pour qui je suis consultante, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une grosse université allemande, on a créé un cours en ligne qui s'appelle le cours FOTSO, où les étudiants bénéficient justement de cette formation à distance pour l'industrie 4.0. Ensuite, nous avons fait un jumelage entre cette université et cette formation à distance FOTSO sur l'industrie 4.0 avec l'université, l'INPHB de Yamoussoukro, qui a intégré la première licence en industrie 4.0, qui dure 18 mois. Et au bout de cette licence, c'est là que nous avons eu les premiers 15 étudiants
qui ont eu la licence, qui ont automatiquement été absorbés par les entreprises ivoiriennes. Je dis bien automatiquement. Dès qu'ils ont eu leur licence, on a organisé la conférence de présentation, on a invité les entreprises, on a montré les potentiels de chacun. Le même jour, chacune des entreprises a décidé de prendre 3, 4 et les 15 étudiants ont eu un emploi ce même jour-là. Aujourd'hui, il y a eu le recrutement de la deuxième promotion, mais nous sommes en train de chercher le financement pour qu'ils puissent aller au master. Mais la première promotion licence est déjà partie en Europe pour faire un stage pratique Industrie 4.0 et ils sont revenus en Côte d'Ivoire où on les a mis dans des entreprises locales qui en ont fait la demande. Donc, ça aussi, c'est une façon, voilà, une façon de pouvoir accompagner les établissements et l'éducation dans l'introduction des STEM. Alors, vous avez des programmes comme l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est l'ONUDI, qui travaille vraiment sur ce volet-là. Mais il y a aussi d'autres organisations internationales qui sont intéressées par cela. Un autre exemple, par exemple, c'est la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui a mis en place, par exemple, un centre d'excellence pour jeunes filles en ce qui concerne tout ce qui est Révolution 4.0, qui a recruté un ensemble de coachs, de consultants comme nous, et puis qui donnons de la formation à cette jeune fille et qui sera sanctionnée par un certificat délivré au niveau de l'INPHB. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui peuvent accompagner les STEM. Mais franchement, il faut qu'on arrive à beaucoup parler des STEM, qu'on arrive à faire des panels sur des STEM, qu'on montre des exemples concrets et palpables de STEM et que vraiment on réalise l'acculturation auprès des universités, des écoles par rapport à l'intégration des STEM dans le système éducatif. Merci. Okay. Merci pour la réponse, Madame Sanou. Alors, est-ce que c'est possible de prendre plusieurs questions et oui. nous permettre de répondre à ces questions en même temps? Voilà. Alors, on a une question en ligne et puis une question en présentiel. Est-ce que, ok, il y a beaucoup de questions, ok, c'est bon. Donc, on va prendre la question en ligne et puis on va revenir en présentiel. Monsieur Yacouba, vous êtes là, monsieur Yacouba? Oui, je suis là. Ok, donc vous avez la parole. D'accord, vraiment, je tenais d'abord à féliciter chaleureusement la communicatrice pour la clarté et surtout la force de son message. Et vous félicitez vous-même, je crois qu'on s'est croisé lors de la formation sur l'ouverture des données avec l'université virtuelle de Ouagadougou. Elle a mis en fait en lumière un enjeu crucial, à savoir l'ouverture de la jeunesse africaine aux opportunités numériques, qui passe forcément par un changement de posture. C'est vrai qu'il faut apprendre à nouveau, penser solutions et oser réinventer les choses. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est que le constat général qu'on a fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un manque d'opportunités de formation. Et très souvent, quand on a les formations, les coûts ne sont pas accessibles pour des étudiants. Et il y a aussi la barrière linguistique qui est là, que ce soit au niveau des outils ou bien des formations en ligne. Souvent, vraiment, la langue pose problème. Parce que, si je peux le dire, l'anglais, c'est une langue qui est un peu jalouse. Et souvent, quand on l'apprend quelque temps après, lorsqu'on ne pratique pas rapidement, on a tendance à ne plus pouvoir s'en sortir. Donc, vraiment, je voudrais savoir comment on peut contourner ces difficultés qui sont d'autres récurrentes. Merci vraiment. Merci, merci. Merci, monsieur Yacouba. Monsieur Rahim. Rahim Genius. Vous avez la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Ok. J'avais et je remercie d'abord Madame Sanou pour sa présence et tout. Nous avons vraiment de la suscité de l'engouement et tout. Elle nous a, si je peux le dire, galvanisé. Voilà. Donc, j'avais une question particulière. Donc, comme je l'ai dit, je suis Abdourahim Semporé, étudiant en réseau informatique et télécommunications, développeur web mobile aussi, mais aussi promoteur d'une petite start-up qui n'a pas vraiment évolué.
Donc, une jeune entreprise qui évolue dans le développement de solutions numériques, le design graphique, la création de contenu et la formation digitale. Ma question est la suivante. Quel conseil donnerez-vous à un jeune entrepreneur comme moi pour transformer progressivement cette vision en une entreprise technologique solide, capable de contribuer réellement à l'écosystème de la 4e révolution industrielle? C'est bon? Ou dois-je le C'est prendre? bien noté. Ok, merci Monsieur Rahim. Alors, on va venir en présentiel et donner la parole à Monsieur Gilles. Bonjour. Alors, vous êtes Monsieur Gilles? Non, Monsieur Barreau. Ah, vous êtes Monsieur Barreau. Ah oui, c'est vrai que vous avez appelé. Il n'y a pas de problème. Allez-y pour votre question. Voilà, j'avais eu un souci avec mon audio sur mon ordinateur. Ah, ok. Allez-y. J'étais obligé d'utiliser mon téléphone pour la question. Allez-y, Monsieur Barreau. Voilà, elle a eu. Merci pour sa brillante présentation. Vous me recevez? Oui, on vous entend. Allez-y. D'accord. Voilà, elle a eu à soulever une partie concernant blockchain. Bon, je suis sur un projet concernant blockchain, mais pour moi, c'est concernant les données. Voilà, vu que le thème traite de l'éducation, et de nos jours, les gens utilisent des données comme... Les données sont utilisées pour vraiment faire des recherches dans les établissements. Mais souvent, on s'en rend compte que les données qui sont là, c'est des données de l'extérieur. Voilà, puisque vu que ici, nous n'avons pas assez de données, donc ce qui rend souvent l'exploitation de ces données-là difficile. En plus, les données qui sont là, c'est des données aussi qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas contextualisées. Voilà, moi, mon travail, ça consiste vraiment à utiliser blockchain pour vraiment naturaliser les données, afin que les données soient vraiment correctes. Ça veut dire, je prends un exemple. Si au Burkina Faso, par exemple, nous avions récolté des données, ou bien pour que quelqu'un émette des données, il faut que les données soient vraiment des vraies données, comme on aime dire. Quand quelqu'un veut émettre des données, il faut que ça soit une communauté qui accepte ces données. Ça veut dire que ces données doivent être vérifiées à plusieurs niveaux. Voilà. Si les données sont acceptées, on peut émettre des données. Là, les gens vont utiliser des données fiables. Okay. Voilà. Comme elle est dans le domaine d'un blockchain, moi, c'est un projet que je suis en train de mûrir. J'aimerais savoir, est-ce que s'il y a eu lieu, si nous pouvons collaborer ensemble? Voilà. Voilà, c'était ça ce que je voulais voir. D'accord. Merci. Donc, merci, Monsieur Barreau. Donc, on revient maintenant en présentiel et Monsieur Gilles, vous avez la parole. Donc, merci beaucoup, Madame Sanou, en tout cas pour votre riche partage, votre parcours, l'expérience et tout le retour vraiment. Merci beaucoup. Ça nous a enrichi, en tout cas moi personnellement. Par rapport à ce que vous avez dit, il y a le volet concernant les étudiants et le volet avec les entreprises. Et ça m'a particulièrement interpellé le volet où vous avez partagé sur le fait que les startups peuvent venir partager leurs problématiques et voir comment les étudiants peuvent proposer des solutions. Et nous, particulièrement à UTM, on a cette approche-là, on organise des conférences, on fait venir des experts pour parler sur des thématiques pour que les enfants se rendent compte des contraintes et des réalités des problématiques en entreprise. On a bien sûr avec génie logiciel des cours sur le volet entrepreneuriat, méthode agile, les soft skills et tout. Okay. Mais peut-être, c'est pas une question, mais plutôt si vous pouvez revenir sur votre approche, comment est-ce que concrètement
peut-être au niveau du choix des startups qui allaient venir, est-ce que c'est un cours ou au lieu d'un cours, est-ce que c'est un projet qui a été exposé aux étudiants? Et voilà, donc c'est plus, si vous pouvez revenir là-dessus, pour que je puisse mieux comprendre et voir aussi comment nous, à UTF, on pourrait intégrer ces solutions-là, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et ça aide vraiment les étudiants à vraiment être, parce que nous, notre slogan, c'est prêt pour l'emploi et ça, c'est vraiment en synergie avec cette vision. Merci. Ok, merci M. Gilles. Peut-être une dernière question pour ne pas avoir trop de questions. Oui, allez-y. Je vous envoie le micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais remercier Mme Sanou pour son intervention. On a vu récemment qu'Amazon va licencier, plus de 14 000 employés. On a vu récemment qu'Amazon envisage de licencier plus de 14 000 employés remplacés par l'intelligence artificielle. Ma question est, comment l'Afrique peut-être se préparer pour que l'intelligence artificielle crée des emplois au lieu de les... Merci. Alors, donc, merci pour la question, pour les questions. Donc, je pense qu'on va redonner la parole à Mme Sanou, parce qu'il y a suffisamment de questions. Elle pourra parcourir toutes ces questions-là. Donc, vous avez la parole, Mme Sanou. Merci, M. Bazongo. Merci à vous, cher public. J'aime beaucoup votre intérêt et la pertinence de vos questions. Alors, concernant la question de la formation est le secteur qui coûte extrêmement cher quand on parle de la révolution 4.0. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons beaucoup de jeunes talentueux, mais à qui manquent les moyens de se former. Le système des bourses, comme nous, on en a bénéficié il y a longtemps, n'est plus aussi efficient que qu'on ne l'avait avant. Donc, comment permettre à ces étudiants-là, à ces jeunes qui sont intéressés de bénéficier de formation? Cela va vous étonner, mais il y a assez de programmes gratuits qui existent dans le monde entier sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur la robotique, sur les IoT, auxquels les jeunes n'ont pas accès, et vous l'avez très bien souligné, premièrement à cause de la barrière de la langue. Beaucoup de programmes de formation aujourd'hui ont été conçus en anglais. Et nous, la population francophone, ce n'est pas notre langue de base. Donc, du coup, on pense que nous sommes exclus. Mais j'ai l'habitude de dire, comment est-ce que vous pouvez penser qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, l'anglais est une barrière? Quand nous avons des solutions de traduction instantanée, nous sommes sur un Meet et on a l'assistant réunion qui est directement connecté au Meet et qui va faire le compte-rendu de notre rencontre. Donc aujourd'hui, l'anglais ne peut pas être une barrière pour l'apprentissage. Je vous donne un exemple. L'année dernière et cette année, les jeunes qui sont membres de mon lab, je les ai inscrits à la formation Altache pour la blockchain de l'université Altache des États-Unis, qui donne un parcours certifié diplômant pour tous ceux qui veulent apprendre la blockchain. Alors, l'université Altache a l'habitude de donner ces formations-là à un public anglophone, Ghana, Nigeria, Afrique de l'Est, et ainsi de suite. Mais quand j'ai mobilisé les jeunes de mon lab, au moins 50 jeunes qui ont rempli les formulaires en tant que francophones, Altache a dit, tiens, les francophones s'intéressent à notre formation. Les jeunes de la promotion passée sont sortis tous avec leur certificat. Ils ont dû pitcher en anglais et je les ai accompagnés à pitcher en anglais. On a utilisé des outils d'intelligence artificielle. On a passé des nuits à ce qu'ils répètent leur pitch en anglais. C'était des pitchs de 5 minutes. C'est possible. Ils ont pitché, ils ont tous eu leur certificat. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que Altache s'est dit, ah, il y a beaucoup de Français qui sont intéressés. Aujourd'hui, ils ont lancé il y a
3 semaines, ils ont lancé la même formation pour les francophones en français. Quelle est la leçon de cette expérience? Si nous allons nombreux, le monde francophone, vers les solutions de formation anglaises, peut-être que la première promotion, ça va être en anglais, mais plus nous sommes nombreux à demander, plus ils vont intégrer le volet français. En plus, ce qui n'est pas difficile. Parce que traduire les curricula de formation tech en anglais, il y a des outils technologiques qui permettent de le faire et de bien le faire. Après, ça n'exclut pas que nous, les francophones, là, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on s'intéresse à l'anglais. C'est pour ça que moi, dans mes communautés, il y a toujours un petit groupe WhatsApp anglophone où on ne va pas là-bas pour apprendre à parler anglais comme à l'école, mais où on s'oblige à converser en anglais pour juste avoir le béaba. Il n'y a pas de professeur là-bas qui nous corrige. C'est de dire bonjour, comment tu vas, apprendre à dire blockchain en anglais, apprendre à trouver données en anglais. Aujourd'hui, apprenez l'anglais en fonction de votre secteur de compétences. Avec la Business School de Troyes avec laquelle je participe, ils ont à l'intérieur une école de langue qui forme les professeurs, les enseignants en intelligence artificielle à l'anglais pour leur permettre d'avoir accès justement à des programmes anglophones étant francophones. Une autre façon de briser la barrière anglophone, c'est d'aller apprendre la langue française aux anglophones. Ce que nous savons faire, que nous puissions apprendre aux anglophones en français qui ont aussi besoin de nous. Il y a des blockchains qui ont voulu s'implanter en Côte d'Ivoire et qui recherchaient forcément des francophones, pourtant ce sont des blockchains anglophones. Donc oui, la formation coûte cher, mais je peux vous assurer, avec du sourcing, avec un certain nombre de partenariats et de connexions, il y a assez de formation en français. Le problème que je rencontre avec les étudiants, ils ne sont pas assidus. Quand vous leur donnez de la formation gratuite, ils ne suivent pas jusqu'au bout. Ils ont tendance à s'amuser. Et je le vois dans mes communautés. Je fais venir des experts, ils sont 500, 800 dans une communauté, il y a 10 qui sont connectés. Quand c'est comme ça, nous, ça nous décourage. Parce qu'on fait venir des experts gratuitement qui normalement allaient demander de l'argent, mais qui viennent le faire gratuitement parce qu'ils aiment l'Afrique, parce qu'ils croient au développement de l'Afrique, mais les jeunes ne sont pas assidus et motivés. Et ça, c'est un véritable problème. Pour la deuxième question, les conseils pour une entreprise digitale. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des écoles de formation pour les gens. Il y a tout et n'importe quoi qu'on dit sur les réseaux sociaux. Et les gens ont tendance aujourd'hui à ne plus s'orienter vers des entreprises, des startups qui sont spécialisées dans le digital pour se faire accompagner ou pour réaliser un certain nombre de projets. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut toujours partir quand on est un entrepreneur, qu'on est une start-up. Quand j'accompagne les start-up à développer des solutions, la première étape, c'est la phase d'idéation. Dans la phase d'idéation, il faut identifier quels sont les problèmes que la cible rencontre. Vous êtes une entreprise digitale aujourd'hui. OK. Vous proposez des services qui sont techniques. Mais tout le monde n'a pas besoin de tous vos services. Et si vous voulez réussir, la spécialisation aujourd'hui est un levier de succès. Vous ne pouvez pas continuer à offrir tout et tout à tout le monde en même temps. Donc, je veux m'adresser par exemple à des entreprises. La clé aujourd'hui d'une entreprise digitale, c'est l'automatisation. Ça, c'est une première clé. Mettre en place des solutions d'automatisation. Je vous donne un exemple très simple. En plus de qui je suis business coach. Donc, j'accueille les entrepreneurs. Imaginez dans mon portefeuille, j'ai 20-25 entreprises par mois. Mais si je n'ai pas mis en place un processus d'automatisation, je ne peux pas accompagner tout le monde. Alors, les jeunes, ils ont créé un bot Telegram qui est différent de mon bot WhatsApp, qui répond aux premières questions des entrepreneurs qui viennent à moi sans que je n'ai besoin de me connecter. Et ce service-là est très demandé aujourd'hui par tout le monde. Vous voyez tous ces commerçants qui sont sur la toile là, ils ont besoin d'automatiser leurs services. Donc, si vous proposez des solutions d'automatisation des bots, d'abord, ça va vous permettre de gagner de l'argent tous les mois. En plus, vous allez avoir le maximum de clients parce que les gens en ont besoin. Regardez aujourd'hui, quand vous promenez sur la toile, les entrepreneurs, les commerçants la disent, mon compte WhatsApp a été signalé ou mon compte WhatsApp a été bloqué. Non, ça n'a pas été bloqué. Ce sont des défaillances techniques. WhatsApp n'a pas été conçu pour que les gens puissent gérer
des conversations, 1100, 200 conversations de clients. Il faut ajouter un bot aujourd'hui à WhatsApp. Il y a l'école Google, qui donne des formations gratuites pour ceux qui codent, pour ceux qui conçoivent des solutions. Il y a la communauté Google Workplace. On est là-bas, on est plein d'anglophones. Nous, les francophones, on est un là-bas. Pourtant, les formations qu'ils donnent sont en français. Combien d'Africains sont en train d'apprendre ça? Mais là-bas, on apprend à créer des bots gratuitement. On apprend à créer des solutions d'automatisation. Donc, si vous avez une entreprise digitale, il faut que vos services répondent aux besoins des usagers. Aujourd'hui, faire une publicité sur un réseau social, ce n'est plus un produit. On n'a plus besoin de quelqu'un qui va nous faire ça. Donc, si vous avez ça encore dans votre portefeuille de services, sachez que vous êtes caduque. Mais si vous vous intégrez dans l'automatisation, dans le growth hacking et aussi dans la solution de collecte de données, parce que regardez, tous ces commerçants qui sont là, ils n'arrivent même pas à avoir un fichier pour conserver tous les clients qu'ils génèrent à partir des réseaux sociaux vers un groupe WhatsApp pour dire tel client, voici son nom, voici sa demande que j'ai pu satisfaire ou pas. Aujourd'hui, donner une solution à tous ceux qui vendent en ligne de répertoire de clients qui soit like, soit cliquent, soit interagissent, ça va être un produit qui va complètement révolutionner le monde des commerçants digitaux. Donc, conseil que j'ai à vous donner, entreprise digitale, soyez dans l'ère de la révolution 4.0. Donnez des solutions, ce n'est pas forcément que vous les concevez. Vous pouvez avoir connaissance de solutions qui existent à l'extérieur, pour lesquelles vous avez un partenariat que vous revendez en Afrique, en imposant à celui qui a fabriqué la solution de l'adapter à la réalité francophone. Ça devient votre produit à vous-même. Vous n'avez pas eu besoin de mettre beaucoup d'argent pour le concevoir. La solution existe. Vous demandez l'adaptation en Afrique. Vous offrez le marché africain et vous faites des millions. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour gagner de l'argent avec la révolution 4.0. Il y a plein de solutions que vous pouvez proposer et des solutions qui ne vous demandent pas d'investissement. Je ne vais pas faire un coaching, donc je m'arrête là pour vous. L'autre question, la blockchain et les données extérieures. Merci beaucoup, monsieur, pour cette excellente question. Vraiment, on ne peut pas faire de solutions innovantes si on n'a pas la donnée, si on ne capitalise pas la donnée. Nous, dans les solutions dans le domaine de l'agriculture, on bloque énormément. Les solutions que nous sortons ne peuvent pas servir aux usagers parce que nous n'avons pas de données fiables. Comment obtenir une donnée fiable quand on veut créer une solution blockchain? Ça commence premièrement par construire des communautés. Ça ne commence pas par utiliser les données qui existent. Je répète, ça commence par construire une communauté. Vous voulez créer une solution blockchain de capitalisation, de collecte de données dans le secteur de l'agriculture, créer la plus grosse communauté d'agriculteurs africains dans le Sahel, si c'est dans le Sahel. Donc, nous avons créé cette communauté. Tous ceux qui sont agriculteurs africains dans le Sahel, rejoignez-nous pour partager vos préoccupations, pour partager les informations liées à votre activité. Dans cette communauté, les gens vont vous parler de la réalité. Comment ils cultivent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui manque. Quand ils font 1 hectare, ils ont obtenu 2 hectares l'année dernière, 1 hectare l'année d'avant, 500 grammes. Voilà ce qui s'est passé, des échanges. Dans cette communauté, vous organisez un panel 1 fois par mois où vous invitez les membres de la communauté à venir échanger. Ce que les gens échangent dans la communauté, là, c'est ce qui est votre donnée. C'est ce qui est la donnée fiable sur laquelle vous allez vous baser pour construire votre solution adossée à la blockchain. Parce que ce sont des informations qui proviennent directement des usagers. Aujourd'hui, si vous voulez créer une solution blockchain et il n'y a pas une communauté, on appelle ça le marketing de la révolution 4.0. En blockchain, ce sont nos systèmes, si vous voulez, c'est le protocole pour créer une solution qui va répondre à un besoin précis. Donc, ça commence par la communauté. Cette communauté vous permet de collecter de la donnée fiable, de la donnée vraie, de la donnée juste et de la donnée qui existe. Une fois que vous avez ce premier niveau de données,
vous allez maintenant la confronter avec les données des organisations gouvernementales, les ministères et les organisations internationales qui ont produit des rapports qui sont fiables, qui existent. Une fois que vous avez confronté à cela, vous allez maintenant extraire, en joignant ces deux types de sources d'information, ce que vous voulez retenir par rapport à votre projet, et maintenant vous allez construire votre solution de collecte de données qui sera locale. Alors, l'autre problème quand on fait les solutions blockchain, c'est les serveurs. Où on héberge la donnée? Si vous faites une solution blockchain, que vous hébergez la donnée à l'extérieur, vous n'avez rien fait. C'est comme si vous êtes en train de collecter de l'information encore pour nourrir les données extérieures. Donc, aujourd'hui, j'ai participé à un forum où j'ai vu des entrepreneurs qui sont venus avec des solutions de stockage de données locales en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui proposent des solutions de stockage de données. Ça ne sert à rien de créer une solution de stockage de données si votre serveur est hébergé à l'étranger. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Autre chose, une donnée de l'agriculture européenne ne peut pas nous servir, nous, dans l'agriculture africaine. Par exemple, j'appuie des agriculteurs, enfin, des agriculteurs ivoiriens qui veulent faire des fruits exotiques. Ces fruits-là se retrouvent en Martinique, qui a le même climat que le climat de la Côte d'Ivoire. OK? Donc, les données collectées en Martinique peuvent nous servir en Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas aller prendre la mangue, je ne sais pas moi, du Lesotho, qui n'a pas le même climat que la Côte d'Ivoire et utiliser les données dans une solution que je veux faire en Afrique de l'Ouest. C'est comme, par exemple, vous faites une solution pour collecter des données pour les producteurs de coton dans le Sahel. Vous n'allez pas aller chercher les données de producteurs de coton dans des pays forestiers. Ce n'est pas les mêmes données. D'accord? Donc, vraiment, la base pour votre solution, bon, il y a plus d'autres schémas dont je ne vais pas parler ici, mais la base, si vous voulez parler de données fiables, c'est la communauté. Ça commence par construire une communauté. Et la communauté, il faut l'animer. Et animer une communauté, c'est d'inviter des personnes, demander aux membres de la communauté de parler de leurs activités, envoyer des contenus gratuits, inviter des personnes qui sont dans le domaine, parler aussi de solutions qui existent dehors, montrer les solutions et demander à votre communauté, est-ce que cette solution pourrait vous convenir? Oui, qu'est-ce qu'il faudrait changer, ainsi de suite. Et ainsi, vous allez avoir la meilleure solution. Moi, je vous encourage vraiment. Ce projet m'intéresse parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de startups qui ont des solutions, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que nous n'avons pas de données fiables pour pouvoir sortir les solutions adossées sur la blockchain. La quatrième question, attendez, je reprends mes notes. Projet école, start-up, conférence génie civil, mon approche au niveau des start-up. Alors, si vous êtes une université que vous voulez inviter les start-up, d'abord, il y a un premier levier. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une start-up. Je vous le dis clairement. Les gens pensent que le mot start-up, c'est un effet de mode. Il y a des entreprises qui s'appellent start-up, il y a des start-up qui ne savent pas quelles sont les start-up, et il y a des entreprises qui sont des start-up alors qu'elles ne sont pas des entreprises. Alors, la première des choses déjà, et j'avais prévu de faire cette acculturation, après, je n'ai plus eu le temps. Vraiment, je ne peux pas faire tout seul. Donc, c'est pour ça que je m'adresse maintenant de plus en plus aux universités, aux écoles. D'abord, enseigner sur les start-up. Qui est une start-up? D'accord? Une fois qu'on fait de l'acculturation sur la start-up, comment vous recrutez les start-up? Vous faites un appel à proposition via un formulaire. Quand vous êtes une école ou une école professionnelle, vous faites cet appel via un formulaire pour dire que vous avez une start-up, vous avez une solution innovante qui est une réponse à une problématique spécifique. Eh bien, on vous offre un cadre de visibilité. Merci de renseigner le formulaire. Donc, dans le formulaire, vous avez un certain nombre d'informations que vous voulez collecter. Quand vous avez ce formulaire, vous allez maintenant trier les startups qui ont rempli le formulaire par rapport à votre centre d'intérêt, par rapport au curricula que vous donnez, génie civil, création de logiciels, des choses comme ça. Et quand vous avez créé ces startups maintenant, vous organisez vos étudiants en petits groupes de 4 à 5. Bon, c'est comme ça qu'on propose à la Technopole de l'Aube. Vous les organisez en petits groupes de 4 à 5 pour déjà réfléchir sur la problématique d'une ou deux startups. Et les groupes qui ont avancé sur des projets de solutions, quand ils ont avancé, quand vous arrivez au stade où ces groupes-là ont pensé à une solution qui peut être intéressante,
En ce moment, vous invitez la start-up dans des journées portes ouvertes. Nous, on fait des journées portes ouvertes. Ça peut être les samedis comme aujourd'hui. Vous invitez cette start-up-là. Vous invitez aussi les services des ministères. Vous invitez aussi d'autres entreprises à venir à ces journées portes ouvertes. Vous faites juste un petit forum au milieu de là où vous voulez faire les portes ouvertes. Et la start-up maintenant va présenter son produit ou sa solution ou son entreprise. Et quand elle finit de présenter la solution ou l'entreprise, les étudiants, le groupe d'étudiants qui a déjà réfléchi sur le positionnement et la solution de la start-up va maintenant présenter la solution en présence des entreprises. Et quel est l'impact? C'est que les entreprises voient déjà l'impact de vos étudiants, qui sont des gens qui sont force de proposition et qui sont déjà intéressés à aussi faire des demandes qui ne sont pas forcément dans le sens de la start-up en question, mais dans le sens de récupérer, d'absorber vos étudiants, soit en stage, soit de leur confier un mandat spécifique. Une fois que cela est fait, la start-up à son niveau va travailler avec vos étudiants comme étant les membres de son équipe qui vont l'aider à développer sa solution. Parce que le problème qu'ont les start-up aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de payer des collaborateurs pour travailler dans leur start-up. Et moi, aujourd'hui, je les invite à aller recruter au niveau des étudiants qui sont déjà dans les universités professionnelles, à les prendre dans les équipes. Et on inclut un senior, par exemple, un consultant, un coach, un mentor dans chaque équipe pour accompagner la start-up. Donc, il y a plusieurs avantages. Pour l'école, on est dans du learning by doing, donc des STEM, parce que les étudiants travaillent sur des projets concrets. Les étudiants ont déjà des opportunités d'emploi ou d'intégration. Ils signent déjà sur des projets qui vont être communiqués. Ils sont encadrés dans un cadre légal institutionnel qui est l'entreprise. L'école a une très belle notoriété parce que les parents voient que c'est du concret. Et donc, l'année qui suit, il y a beaucoup plus de demandes en termes d'inscription. Au niveau des entreprises, elles ont aujourd'hui un cadre où elles peuvent trouver des ressources qui ont appris la théorie et la pratique dans votre université et qu'elles peuvent récupérer dans leurs entreprises parce qu'elles savent que les étudiants issus de cette université-là sont directement employables, parce que ça, c'est un gros problème des entreprises. Au niveau de la start-up, elle recrute son équipe, elle a déjà des pistes de solutions et elle peut maintenant proposer sa solution pitchée pour pouvoir obtenir du financement. Et le contrat qu'on fait, je pense que c'est ce qui va vous intéresser, quand une start-up est intégrée dans une université, travaille avec les étudiants de l'équipe, les fonds qu'on lève pour la start-up, il y a une partie qu'on reverse à l'université en question. Donc, c'est très intéressant. Et les projets de start-up aujourd'hui, c'est des gros montants qu'on lève en fonds. Donc, quand la start-up lève les fonds, ben, une partie revient à l'université. Ça permet le développement de l'université. Et ça permet aussi au niveau de la levée de fonds d'attirer des personnes qui peuvent être intéressées par intégrer des Fab Labs, des labs dans les universités en question. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de révolution 4.0 et qu'on n'arrive pas à mettre des labs dans les universités, c'est un peu embêtant, c'est un handicap qu'il faut combler. Donc, ça, c'est une façon d'intégrer. Après, on peut échanger sur l'autorisation de M. Bazongo. Je pense que vous êtes en partenariat, vous pourrez lui en parler si vous voulez qu'on approfondisse la question après en privé. Pour la dernière question, Amazon a licencié et remplacé par l'intelligence artificielle. C'est ce que je dis toujours. Si vous ne vous intéressez pas à l'intelligence artificielle, on va vous licencier. L'intelligence artificielle ne supprime pas les emplois. Elle supprime les emplois quand les travailleurs, justement, n'ont pas intégré l'intelligence artificielle dans leur process. D'accord? Le robot ne peut jamais donner un rendu de l'humain. Le robot, là, c'est un être humain qui l'a créé. D'accord? Donc, c'est sur la base de l'intelligence et des données qu'on lui a données. Donc, sans humain, il n'y a pas de robot. Le robot, il est limité parce que, justement, il n'a pas cette valeur humaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le bio-organique et tout, on tend à rendre des robots humains. Le robot ne pourra jamais remplacer l'humain. Mais aujourd'hui, si vous avez un emploi et que vous n'intégrez pas l'intelligence artificielle, vous n'intégrez pas les outils technologiques dans votre façon de fonctionner, eh bien, ça va être l'exemple de Amazon qui est en train de remplacer tous les hommes par des robots. Après, il faut bien regarder le stade de process
que Amazon a remplacé par les robots? Amazon a remplacé le stade au niveau des entrepôts de stockage et de rangement de produits. Et c'est normal, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Vous voyez, c'est des milliers de produits, le stockage, l'organisation des expéditions. Donc, c'est normal que Amazon automatise pour avoir un meilleur rapport client, une vitesse dans sa relation client et pour pouvoir être plus efficace sur le terrain. Donc, oui, ce volet-là peut être remplacé par le robot. Mais dans le processus de digitalisation des entreprises, lorsque, ça c'est parce que ce sont des communications publiques, vous allez regarder très bien, lorsque Amazon procède à la digitalisation, à l'industrialisation 4.0 d'une partie de son process, il faut savoir qu'il y a un programme d'accompagnement entrepreneurial à la digitalisation. Donc, les personnes qui exercent ce métier-là, soit sont reconverties, soit sont envoyées en formation, soit sont redéployées autrement. On ne fait pas de suppression d'emplois dans le cadre d'une digitalisation où on chasse les anciens employés. Non. Ça fait partie des processus de digitalisation des grosses boîtes. Donc, au niveau de la politique RSE, c'est prévu justement, c'est pas du dédommagement, mais une réorganisation du personnel qui était à cette activité qu'on redéploie. Mais très souvent, c'est 80% qu'on remet dans la formation pour qu'ils puissent justement intégrer une nouvelle façon de fonctionner en intégrant la révolution 4.0 pour ne pas faire des pertes d'emploi. Bien entendu, dans le lot, il y en a qui demandent à partir et il y a aussi un programme social des travailleurs sociaux pour leur permettre de partir s'ils décident de partir. Mais ceux qui décident de rester, on les intègre toujours dans un programme bien spécifique. Voilà un peu, je pense avoir répondu aux questions. J'espère ne pas avoir oublié une question. Merci beaucoup, Madame Sano. Je pense que ça mérite des applaudissements. Merci. Vraiment, merci pour toutes vos questions. Je pense, je regarde en ligne, ici en présentiel, il y avait quelques mains levées encore. Donc, est-ce que c'est possible une deuxième vague de questions? Ben, je suis disponible, tout dépend de vous. Donc, maintenant, levée pour les questions. J'avais deux questions ici. Ok, merci pour les réponses. Alors, juste partager une information rapide pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont en ligne. Alors, toutes les sessions de Sénat vous offrent l'opportunité d'avoir un certificat de participation en ligne, ok? Mais on veut être sûr que c'est ceux qui participent aux différents événements qui auront un certificat en ligne, ok? Ça, c'est très important parce que déjà, les gens posent des questions sur ok, Madame Sano a partagé, c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut avoir une attestation? Vous aurez une attestation et déjà, je vais inviter Nadia à partager le QR code qui va vous permettre de faire la demande de votre attestation. C'est un QR code que vous devez scanner et faire la demande. Et on va, lorsque ce sera validé, vous allez recevoir automatiquement votre attestation, voilà, attestation par mail. Ok, merci. Une autre question? Sinon, on va regarder les questions en ligne. Non? Plus de questions? Ok, donc on va regarder les intervenants en ligne. Donc, j'ouvre la. Donc, il y a M. Moyenga qui a levé la main. Donc, vous avez la parole pour votre question. Merci beaucoup. Je voudrais sur un petit détail. Madame, dans sa communication, elle a parlé des rencontres en ligne, voilà, immersives. Donc, je voudrais qu'elle se prononce sur la métaverse, parce qu'actuellement, la métaverse est à l'oubli. Sûrement, ceux qui sont dans le domaine savent, c'est comme l'intelligence artificielle qui existait depuis les années 56, depuis la conférence de Dartmouth, mais c'était endormi. Il fallait que, voilà, ChatGPT, la version 2022 vienne réveiller. Voilà, est-ce qu'elle peut se prononcer sur la métaverse? Parce que cette métaverse est un monde purement immersif. Et moi, je crois que après cette intelligence artificielle, la métaverse va venir bouleverser le tout.
pendant la Covid, on a tenté, voilà, mais ça n'a pas été le cas. Il y avait des sites comme Second Life, autres dans les pays développés, on sait que voilà, les gens sont dans un monde immersif, pas un monde virtuel, mais un monde immersif, voilà. Donc pour le moment, on n'en parle pas. Peut-être plus tard, quand ça va réapparaître, on va dire, ah, on est arrêté, on est arrêté. Donc, il ne sait pas si elle peut se prononcer sur ça, si elle a cette information. Merci. 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 Est-ce qu'il y a une autre question en ligne? Non, il n'y a plus de main levée. Donc, je pense que vous avez la parole, Madame Sanou. Merci, merci à vous pour vos brillantes questions encore. Alors, la plateforme, c'est Studenten. S-T-U-D-E-N-T-A-N. Studentan. Alors, pour la petite histoire, ça a été développé par une collaboratrice suisse qui s'appelle Abby. Et quand vous allez sur la plateforme, vous avez la possibilité de l'utiliser. Vous avez un certain nombre de crédits, je crois que c'est 1000 crédits en gratuit que vous pouvez utiliser. C'est une plateforme vraiment complexe qui vous permet et de faire des vidéos, et de rédiger des cours en ligne, et de suivre des cours, et d'apprendre l'IA. En fait, elle est vraiment complète. Et cette dame-là avait proposé d'offrir un accès annuel aux entrepreneurs africains, enfin aux étudiants africains et aux enseignants africains, moyennant quelque chose. C'est-à-dire, vous devez utiliser la plateforme, elle vous donne des accès gratuits, et puis vous faites une vidéo pour parler de votre expérience. Comme je vous dis, malheureusement, j'ai envoyé une centaine de mails d'étudiants qui étaient intéressés, mais à la fin, personne, ils ont tous utilisé les crédits et personne n'a fait la vidéo. Donc, c'est dommage aussi souvent, et ça, c'est vraiment mon coup de gueule. Quand nous, par exemple, nous démenons pour trouver des solutions gratuites et que derrière, vraiment, les gens ne suivent pas. Vous savez, faire un retour sur l'utilisation de la plateforme, ça lui permettait à elle d'ajuster la plateforme parce que normalement, la plateforme est accès en abonnement. Donc, elle donnait ça gratuit pendant 1 an en échange de faire une petite vidéo de une minute et demie pour dire je suis allée sur Studenten, voici mon retour d'expérience dessus. Mais ça n'a pas vraiment été le cas. Bon, je ne sais pas si elle est toujours dans au même niveau de, voilà, de progression et de développement, mais c'est comme ça que nous, on arrive à envoyer des formations gratuites en Afrique, par exemple. On voit certaines plateformes, certaines personnes qui viennent donner du contenu sans que les Africains puissent payer. Et puis derrière, on demande juste un article LinkedIn ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est Studentan. Merci Studentan. Et vous allez pouvoir déjà l'utiliser. Alors, c'est des crédits gratuits, donc utilisez ça bien pour des projets, mais c'est vraiment une plateforme très intéressante. Au niveau de la réglementation sur l'IA, alors, les pays africains ont commencé à développer et à rédiger les stratégies nationales de l'intelligence artificielle. Je pense que le Burkina en a une, la Côte d'Ivoire en a une, le Bénin en a rédigé la sienne. Et aujourd'hui, on se retrouve où chaque pays a rédigé sa stratégie d'intelligence artificielle. Et puis, tout le monde est en train de rechercher le budget pour le mettre en œuvre. Moi, je faisais partie des experts dans la rédaction de la stratégie de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. On a fini de rédiger la stratégie. On a contacté un certain nombre de consultants. Maintenant, la mise en œuvre pose problème, la question de budget. Et votre question est tellement pertinente. Quand on a fini de rédiger nos stratégies nationales, pour moi, il est important qu'on se mette ensemble pour avoir une stratégie sous-régionale. Par exemple, les pays de l'AES, parce qu'il y a des similitudes. Une culture commune peut développer, peut rédiger et mettre en œuvre sa stratégie de l'intelligence artificielle. Et c'est extrêmement important qu'on arrive à se mettre ensemble pour développer les stratégies. D'abord, au niveau des levées de fonds, c'est beaucoup plus pertinent, c'est plus facile de lever des fonds. Et au niveau de la mise en œuvre, on bénéficie d'experts de, par exemple, si on prend l'AES de ces 3 pays, il y a des experts au Mali, il y a des experts au Niger, il y a des experts au Burkina Faso. Donc, ça permet de réunir déjà ces experts-là et ensuite d'avancer. Pour vous donner un parallèle, au niveau de l'implémentation de l'industrie 4.0 en Côte d'Ivoire et en Tunisie, l'approche qu'on a utilisée, c'était quoi?
Quand on a mis en place le projet avec l'ONUDI, il y avait une question de budget, oui, mais on ne peut pas avoir tous les experts pour travailler sur la stratégie nationale industrie 4.0. Mais on n'a pas dépensé 5 francs pour rédiger cette stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé, on a invité tous les experts de chacun de leur domaine. On se retrouvait une fois par mois au niveau du siège de l'ONUDI. Et comme on sait que la stratégie nationale va devoir être mise en œuvre, tous les experts qui ont participé activement à la rédaction de cette stratégie, on leur a réservé un quota de consultance au moment de la mise en œuvre de cette stratégie. Les différents experts qui sont constitués en cabinet, eh bien, vont avoir une portion à exécuter. Donc, ça fait que le travail qu'ils ont fait à l'élaboration de la stratégie n'est pas perdu, ils vont être rémunérés pour ça. On allait même plus loin. Tous les experts qu'on a réunis pour rédiger cette stratégie-là se sont constitués en une association de lobbying et qui fait aujourd'hui la promotion de l'industrie 4.0. Et nous obtenons du financement justement pour tout ce volet promotion de l'industrie 4.0. À mon sens, c'est une méthodologie que nous avons essayée, que j'avais suggérée et qui a très bien marché et qui peut être dupliquée au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire un comité d'experts qui ont réfléchi et qui vont être appelés pour la mise en œuvre de la stratégie de l'intelligence artificielle au niveau local, élargie au niveau sous-régional, par exemple, et une association qui va faire du lobbying, qui va s'occuper de tout ce qui est vulgarisation, promotion, de tout ce qui va être mis en œuvre dans le cadre justement de cette stratégie-là. Et dans l'association nous permet aussi d'avoir des partenariats justement de personnes qui viennent donner de la formation gratuitement, soit à des élèves, à des étudiants ou à des professeurs. Donc oui, ce sont des réflexions à avoir et c'est vraiment une approche qui est conseillée pour mutualiser les efforts et avoir beaucoup plus de présence et de prestance. Ensuite, troisièmement, rencontre en ligne métaverse. Le métaverse existe déjà. Hein. Moi, pendant 4 années, j'ai organisé le Forum de l'investisseur en France où je partais dépenser beaucoup de milliers d'euros pour réunir tous les experts de la blockchain et de l'intelligence artificielle au profit des entreprises africaines. Et l'organisation d'événements en présentiel coûte extrêmement cher. Et les gens avaient des problèmes de visa pour venir en France. Bref, c'était compliqué. Et à la deuxième édition, j'ai rencontré une entreprise française qui est dans le métaverse. Et la dernière édition du Forum de l'investisseur, on l'a faite grâce au métaverse, c'est-à-dire l'expérience immersive de ce Forum de l'investisseur où les gens vivent en réalité le forum, la rencontre avec les experts, les pitch decks, les hackathons dans le métaverse. Ce n'est certes pas encore une réalité pour nous en Afrique, mais ça existe déjà et ça avance avec l'intelligence artificielle. Parce que cette entreprise avec qui je collabore aujourd'hui pour faire de grands sommets mondiaux sur le métaverse, elle intègre des solutions d'intelligence artificielle à certains niveaux. Par exemple, pour les prises de rendez-vous avec les différents experts, pour l'organisation des agendas avec les différents experts, et puis pour les activités extra-forum, comme j'avais dit tout à l'heure, aller se baigner dans la piscine, aller en discothèque, aller au restaurant, avoir des activités de voyage. Autre chose, on a en Côte d'Ivoire une entreprise que j'ai sélectionnée dans le cadre du programme Industrie 4.0 qui est dans le domaine du voyage et du tourisme et dont la solution est uniquement une solution basée sur le métavers. Donc, il propose à tous les touristes de visiter la Côte d'Ivoire à partir de cette plateforme qui utilise le métavers. Donc, aujourd'hui, tu es assis en Suède et puis tu visites Ouagadougou, voilà, grâce au métavers. Donc, c'est réel et à mon avis, c'est un gros levier de développement économique et le métaverse nous permet de moins dépenser. Aujourd'hui, on organise, pour ceux déjà même qui sont dans l'événementiel, le métaverse est une solution qui va révolutionner le monde de l'événementiel. Maintenant, quelle est la première start-up burkinabé qui va créer une solution métaverse pour le secteur de l'événementiel? Eh bien, elle va se faire des choux gras. Aujourd'hui, pour toutes les grandes réunions internationales, comme regardez budget, billets d'avion et tout cela,
la structure qui va utiliser, qui va vendre une solution dans le métaverse va se faire ses choux gras. Et la structure partenaire que j'utilise en Europe pour organiser les forums, je vous assure, quand vous voyez leur facture, ça donne des mots de tête. Donc, voilà des idées de business avec le métaverse qui sont extrêmement réelles. Et vous savez qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est le levier de développement. Et donc, utiliser le métaverse dans le secteur du tourisme, ça va permettre une très bonne visibilité des pays africains et aussi de rentrer beaucoup de touristes et de ressources grâce à des solutions basées sur le métaverse. Donc, oui, monsieur, pour le métaverse, c'est déjà là. Le niveau d'utilisation n'est certes pas grand, mais ça est là. Au niveau de l'investissement, nous, au niveau des investissements, on utilise beaucoup de métaverse pour rassurer les investisseurs. Quand on est sur les projets de tokenisation dans l'agriculture, il y a eu tellement de promesses de fraude. Aujourd'hui, le métaverse nous permet de faire la visite des terres agricoles. Aussi, dans le domaine de la tokenisation, dans le secteur minier, il y a des solutions aussi avec le métaverse où les investisseurs arrivent à visiter les mines en question, à voir les machines qui ont été mises, et ainsi de suite. Donc oui, on l'utilise. Moi, je l'utilise beaucoup. Je l'intègre beaucoup dans certaines solutions et surtout dans la tokenisation, on utilise beaucoup le métaverse. Merci. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que la satisfaction, en tout cas, si c'était la nourriture, moi je suis satisfait. Je ne sais pas ce que vous pensez. Une petite question. Je vois qu'il y a toujours des questions, il y a des gens qui lèvent la main, mais malheureusement, il faut que, voilà, même les bonnes choses doivent s'arrêter. Et puis, peut-être je vais vous inviter à. Vous pouvez entrer en contact avec Mme Sanou, elle est sur LinkedIn. Vous cherchez Madame Tokenisation. C'est plus simple. Voilà. Si vous cherchez Diane Sanou, bon, vous n'allez pas trouver vraiment la bonne personne. Cherchez Madame Tokenisation sur LinkedIn et puis entrez en contact avec elle. Si vous avez des projets, si vous voulez voilà, des conseils, je pense qu'elle est ouverte pour ça. Et oui. Surtout les jeunes dames, je vous encourage à entrer en contact avec elle. Merci vraiment pour votre temps. Et on espère que vous serez toujours disponible après. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est en ligne, mais la prochaine fois, on espère vous amener à Ouaga pour quelque chose de, voilà, de concret. Ok, les questions, est-ce que ça va? Alors, le lien LinkedIn, peut-être qu'elle va partager son lien, le lien de son profil. Mais bon, pour ceux qui sont en présentiel, cherchez Madame Tokenisation. C'est très simple. Oui. Je pense en termes de branding, elle a tué ça, comme on dit. Voilà. Donc, merci encore. Et peut-être qu'on va lui donner la parole pour le dernier mot et après elle. Après, on va clore cette session et se préparer pour la prochaine session. Donc, Madame Sanou, votre mot de la fin, peut-être en 2-3 minutes. Merci à toute l'organisation du Sénat et vous, Monsieur Bazongo, pour cette opportunité que vous m'avez donnée de encore parler de cette passion-là et cette opportunité de partager, de vulgariser, de faire la culturation. C'est avec un réel plaisir que je répondrai toujours présente si l'on me sollicite pour partager avec mes jeunes frères, avec mes confrères, avec mes collaborateurs sur cette question de la révolution 4.0. Comme a dit M. Bazongo, sur LinkedIn, vous allez me trouver Madame Tokenisation. Vous ne pouvez pas me rater. Je suis la seule Madame Tokenisation. Tapez Madame Code Tokenisation, vous allez me trouver. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser un message. J'ai toujours un plaisir d'accompagner les startups, les acteurs, voilà, dans leur processus de développement. Et je répondrai toujours présente lorsque vous nous sollicitez. Mon mot de la fin, c'est que la révolution 4.0, elle est réelle. La révolution 4.0, elle nous permet de nous transformer et elle ne peut pas se faire sans nous. Nous sommes des humains. Alors, intégrons la révolution 4.0 à notre rythme et faisons de très belles choses parce que l'avenir du monde, ce sera l'Afrique
et il faudrait que nous soyons préparés. Merci et bonne suite à Sénat 2025.